Pourquoi certaines jeunes femmes choisissent-elles d'épouser des hommes bien plus âgés qu'elles? L'histoire de Rosanna Galliano n'était pas un cas isolé. C'était une jeune étudiante tombée amoureuse d'un homme de l'âge de son père, qu'elle finit par épouser. Cependant, la conclusion tragique de leur relation stupéfia l'Argentine et transforma l'affaire en un des sujets les plus débattus dans les médias. Rosana Edith Rodriguez Galliano naquit le 24 novembre 1978 dans une banlieue de Buenos Aires. Elle était la benjamine des 4 enfants de Ronaldo Galliano et Graciela Rodriguez. Rosana grandit aux côtés de ses frères aînés, Oscar et Gustavo, et de sa sœur Monica. Les frères et sœurs étaient très proches depuis leur plus jeune âge. Son père possédait un petit atelier de réparation automobile et était mécanicien qualifié. Sa mère avait autrefois travaillé comme enseignante dans un lycée local, mais après la naissance de ses enfants, elle choisit de quitter sa profession pour se consacrer à sa famille et au foyer. Ceux qui connaissaient bien Rosana la décrivaient comme joyeuse, énergique et très sociable. Elle avait de nombreux amis à l'école, pratiquait assidûment la danse et montrait un talent naturel pour le dessin. Elle rêvait de devenir artiste ou décoratrice d'intérieur. Décidée à suivre ses ambitions, elle s'inscrivit à l'Université nationale des arts d'Argentine après son diplôme. Elle aurait probablement réalisé tous ses rêves si un homme n'était pas rentré dans sa vie. En 2001, un homme nommé José Jacinto Ariza amena sa voiture vintage à l'atelier de Ronaldo Galliano pour une panne mécanique particulièrement compliquée. Le mécanicien chevronné accepta le travail et discuta des détails et du coût de la réparation. À cette période, Rosana passa à l'atelier de son père pour déposer le repas préparé par sa mère. Avec sa beauté juvénile, ses yeux expressifs et son sourire radieux, Rosana capta immédiatement son attention. Après cela, l'homme commença à se présenter à l'atelier chaque jour, soi-disant pour suivre l'avancée des réparations. Il arrivait toujours vers l'heure du déjeuner, espérant revoir Rosana. À ce stade, il est important de donner quelques éléments sur le passé trouble de José Ariza. Il était né le 28 novembre 1948 dans un département rural de la province nord-ouest argentine de Tucumán. Il était le fils de Pedro Ariza et Elsa Duro de Aguilar, avec des ascendances italiennes du côté paternel et grecques du côté maternel. Une grande partie de son enfance et du début de sa vie d'adulte se passa à Naples et sur l'île grecque de Crète. Certaines sources affirment que le père de José Ariza avait des liens étroits avec le crime organisé et avait accumulé une fortune importante via des activités illégales. Au milieu des années 1980, son père mourut dans des circonstances mystérieuses évoquant un assassinat ciblé, peut-être commandité par quelqu'un ayant un motif personnel. Au moment de la mort de son père, José purgeait une peine de prison pour trafic de substances illicites, une peine qui dura jusqu'en 1996. Lui et sa mère vécurent ensuite aux États-Unis, mais il viola les lois sur l'immigration et fut menacé d'expulsion. Sa mère, Elsa, obtint la citoyenneté américaine, acheta une maison à Boston et y demeura avec sa sœur. José avait été marié 2 fois auparavant, mais il n'avait aucun contact avec ses ex-épouses ni avec les enfants issus de ces unions. Il évitait de parler de son passé, dissimulant ses mariages précédents, son casier judiciaire, ses antécédents familiaux douteux et le mystère entourant la mort de son père. Au moment où ces événements se déroulèrent, José avait déjà plus de 50 ans et possédait plusieurs propriétés à Buenos Aires et ses environs. Il avait également 3 voitures de luxe et s'habillait avec une élégance coûteuse, sachant exactement comment se présenter pour impressionner son entourage. Projetant sophistication et charme, son charisme captiva rapidement la jeune Rosana. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone, et en une semaine, José l'invita à un rendez-vous. Leur relation progressa si vite que Rosana ne réalisa pas pleinement à quel point elle était tombée amoureuse d'un homme suffisamment âgé pour être son père. Le couple commença à se voir en secret. Au début, les parents de Rosana n'étaient absolument pas au courant. Elle se confia à sa sœur aînée, Monica, qui exprima immédiatement ses inquiétudes, mais accepta de garder la relation secrète pour le moment. 6 mois plus tard, José se présenta chez les Galliano pour demander officiellement la main de Rosana. À ce moment-là, il avait 52 ans, tandis que Rosana n'en avait que 22. Ses parents furent stupéfaits par la demande et ne surent comment réagir. La mère de Rosana, Graciela, la prit à part et lui demanda directement si elle avait vraiment l'intention d'épouser un homme si âgé. Rosana hésita brièvement avant de dire à sa mère qu'elle aimait José et était prête à devenir son épouse. Pourtant, Graciela sentit que quelque chose n'allait pas. Sa fille semblait tendue, angoissée, voire effrayée, donnant l'impression que José avait pu la pousser à accepter le mariage. José, cependant,
insista sur le fait que leurs 30 ans d'écart n'étaient pas un obstacle à leur amour et ne devaient pas les empêcher de fonder une famille ensemble. Fin 2001, seulement 7 mois après leur rencontre, le couple se maria et Rosanna emménagea chez José. Au début, tout semblait idéal, et José semblait sincèrement aimer et chérir sa jeune épouse. Il organisa une célébration de mariage fastueuse, couvrit Rosanna de cadeaux coûteux et planifia une lune de miel romantique au bord de la mer. En 2002, Rosanna et José accueillirent leur premier enfant, un fils nommé Geronimo. Mais après la naissance de leur fils, de graves problèmes émergèrent. José confina pratiquement Rosanna à la maison, contrôlant chaque aspect de sa vie. Il surveillait ses appels téléphoniques et lui interdisait de contacter non seulement ses amis, mais même sa propre famille. Au début, Rosanna tenta de cacher ses difficultés à sa famille. Elle croyait pouvoir gérer la situation seule et espérait que les problèmes dans son mariage finiraient par se résoudre. Au lieu de cela, avec le temps, la situation ne fit qu'empirer. José se révéla être jaloux, manipulateur et contrôlant, avec une tendance à l'agression. Il maltraitait verbalement Rosanna, insultait sa famille et lui dit même qu'il l'avait sortie de la poubelle, sous-entendant qu'elle devait être reconnaissante pour tout ce qu'il lui offrait. Rosanna devint de plus en plus effrayée par son mari et fit tout son possible pour ne pas l'énerver. Elle était prête à couper les ponts avec ses parents, ses frères et sa sœur juste pour préserver la paix. Pourtant, José n'avait pas besoin de vraies raisons pour exploser de colère ou de violence. Finalement, la violence psychologique escalada en agression physique. José commença à la frapper presque quotidiennement, et il devint évident qu'il prenait plaisir au pouvoir qu'il exerçait sur elle. Rosanna vécut dans une peur constante. Ne sachant que faire, elle espérait naïvement que la situation s'améliorerait et que son mari cesserait de la tourmenter. Au lieu de cela, les choses empirèrent. José possédait plusieurs armes à feu, dont 2 pistolets qu'il gardait toujours chargés et aimait exhiber devant les invités. Il menaçait souvent Rosanna avec ses armes, l'avertissant qu'il s'en servirait si elle le contredisait ou tentait de le quitter. Un jour, son frère Oscar fut témoin d'une telle scène. Il était passé à l'improviste après avoir été incapable de joindre Rosanna et s'être inquiété. Trouvant la porte d'entrée déverrouillée, il entra pour se retrouver au milieu d'une violente dispute. José insultait verbalement Rosanna et sa famille, la gifla plusieurs fois, puis brandit une arme. Il l'attrapa par les cheveux, pressa le canon du pistolet contre son visage et parla avec désinvolture du plaisir qu'il aurait à appuyer sur la détente. Oscar intervint immédiatement, se plaçant entre sa sœur et José pour la protéger. Il menaça d'appeler la police et pressa Rosanna de prendre l'enfant et de l'accompagner chez leurs parents. Étonnamment, Rosanna refusa. Elle dit à Oscar qu'elle comptait rester avec son mari et lui demanda de partir, insistant pour qu'il ne s'immisce pas dans leurs problèmes conjugaux. Oscar fut choqué, mais n'argumenta pas davantage. Il quitta la maison discrètement, bien qu'il s'attardât à proximité, voulant s'assurer que Rosanna était en sécurité et que José ne passerait pas à l'acte. Oscar attendit à l'extérieur, caché, et prit plusieurs photos avec son téléphone. Bien que les appareils photos des téléphones du début des années 2000 fussent de mauvaise qualité, les images montraient clairement José tenant une arme et la pointant vers son épouse terrifiée, assise au sol. Oscar ne partit qu'après que José eut rangé l'arme et se fut enfermé dans son bureau. En 2006, malgré la peur et les tensions permanentes à la maison, Rosanna et José eurent leur deuxième enfant, un fils nommé Nino. Rosanna fit tout son possible pour réparer sa relation avec son mari, espérant préserver leur mariage afin que leur fils puisse grandir dans un foyer biparental stable. Pourtant, la situation resta inchangée et José continua sa cruauté et ses abus. Il avait un lien inhabituellement étroit avec sa mère, Elsa, qui le soutenait en tout. Même si Elsa vivait aux États-Unis, elle voyageait souvent en Argentine et restait chez son fils pour de longues périodes, parfois d'1 mois ou 2. Pour Rosanna, ces visites étaient un calvaire constant, une expérience humiliante. Elle était forcée de servir la mère âgée de son mari tout en subissant insultes et critiques quotidiennes. Elsa considérait Rosanna comme une mère terrible, une épouse inadéquate et une mauvaise ménagère. Elsa disait fréquemment à Rosanna qu'elle ne méritait pas son fils, qu'elle dépendait de lui pour tout et qu'elle ne valait rien. Elle avait été témoin à plusieurs reprises des accès de violence de José envers Rosanna, mais n'intervenait jamais. Au lieu de cela, elle blâmait Rosanna pour l'avoir provoquée et avertissait que si Rosanna tentait de divorcer, elle et José prendraient les enfants et feraient en sorte que Rosanna ne les revoie plus jamais. Même quand Elsa n'était pas physiquement présente, elle exerçait une influence à distance. Elle restait en contact constant avec José,
s'enquérant de tout ce qui se passait au foyer, donnant des conseils et l'encourageant à ne pas laisser Rosanna s'en tirer. Mi-2006, alors que Nino n'avait que 7 mois, José attaqua sauvagement Rosanna à nouveau, lui brisant le nez et plusieurs côtes. Cette agression violente fut le point de rupture pour Rosanna, qui décida finalement de signaler les abus aux autorités. Elle déposa une plainte officielle pour violence conjugale et demanda un examen médico-légal qui documenta de multiples ecchymoses et blessures à différents stades de guérison, révélant un schéma d'agression physique systématique. Étonnamment, l'affaire fut finalement classée et José parvint à persuader Rosanna de lui donner une autre chance. Elle continua à vivre sous le même toit que lui mais commença à se confier à sa sœur Monica. Dès qu'un incident survenait, Rosanna appelait Monica pour décrire ce qui s'était passé, et elle envoya même des messages documentant les menaces qu'elle recevait de José et Elsa. Monica tenait un journal de ces conversations, conservant des traces pendant plus d'1 an. Rosanna tenta à plusieurs reprises d'échapper aux abus de son mari, prenant ses 2 fils et se cachant chez sa sœur pendant des jours. Selon des membres proches de la famille, José la menaça de la tuer ou de prendre les enfants, la forçant à revenir au moins 5 fois lors de ses tentatives. Fin 2007, Rosanna avait déposé une demande de divorce et obtenu une ordonnance d'éloignement interdisant à José de s'approcher d'elle ou de leur fils. Cependant, José engagea une contraction, revendiquant son droit de voir ses fils. Le tribunal établit un planning strict pour ces visites, décidant qu'elles auraient lieu dans une maison de campagne inoccupée appartenant à José. Rosanna assistait souvent à ces visites avec son frère Oscar, car elle avait peur de José et se sentait plus en sécurité avec quelqu'un pouvant intervenir si quelque chose tournait mal. À cette période, Rosanna se lia d'amitié avec le jardinier local, Daniel González, et se confia à lui sur ses expériences traumatisantes. Daniel fut compatissant et fut témoin à plusieurs occasions où José humiliait publiquement Rosanna avec des mots cruels. Il témoignerait plus tard de ces incidents au tribunal. En août 2007, Rosanna rencontra un jeune homme nommé Oscar Lugo et leur amitié se transforma rapidement en relation amoureuse. Oscar n'avait que 3 ans de plus que Rosanna, mais il était gentil, attentionné et bienveillant. Il forma rapidement un lien avec ses fils. Il semblait qu'elle avait enfin trouvé le bon partenaire, et le couple commença même à planifier leur mariage une fois son divorce avec José finalisé. Pourtant, José continua à surveiller obsessionnellement la vie de son épouse encore légale. Il tenta de la contrôler, et quand les menaces et violences physiques échouèrent, il se tourna vers la corruption. Il offrit une voiture à Rosanna si elle revenait à lui, mais elle refusa fermement. Désespéré, José, toujours en contact étroit avec sa mère, lui confia son plan de faire tuer Rosanna en engageant quelqu'un d'autre pour exécuter le crime. Elsa non seulement approuva le plan, mais fournit aussi un soutien financier, envoyant à son fils une importante somme d'argent pour réaliser le crime. Il fallut à José près de 2 mois pour trouver un tueur à gages et finaliser un plan détaillé. Le 16 janvier 2008, Rosanna, ses fils et sa sœur Monica se rendirent à la maison de campagne pour une autre visite programmée avec José. José emmena les garçons se promener, laissant les femmes dans la maison attendre leur retour. Vers 21h, il envoya un message disant que Geronimo, l'un des garçons, ne se sentait pas bien et avait de la fièvre, et qu'il l'emmenait à l'hôpital. Rosanna, inquiète, envoya plusieurs messages à José pour comprendre ce qui se passait, mais il ne répondit pas au téléphone. Vers 22h, José appela Rosanna, mais l'appel était un piège mortel. Il savait que la maison avait une mauvaise réception et anticipa que Rosanna sortirait pour avoir du réseau. Dès qu'elle le fit, Monica entendit 6 coups de feu et se précipita pour voir ce qui était arrivé. Elle vit une silhouette sombre disparaître derrière une clôture dans un terrain vague voisin. Quelques instants plus tard, elle trouva Rosanna allongée au sol, saignant abondamment. Monica courut dans la maison pour saisir son téléphone, mais ne parvint pas d'abord à joindre les services d'urgence. Paniquée, elle appela son frère, expliqua la situation et lui demanda de contacter immédiatement la police et les secours médicaux. Des 6 coups de feu tirés, 4 touchèrent Rosanna à la poitrine et au cou, ne lui laissant aucune chance de survie. Au moment où les secours arrivèrent, Rosanna avait déjà cessé de montrer des signes de vie. Elle se vida de son sang en quelques minutes, et les médecins ne purent que constater son décès. Sa famille proche n'avait aucun doute sur l'identité du responsable de cette tragédie. José fut interrogé le soir même, mais il feignit le choc et insista sur le fait qu'il n'avait aucune part dans la mort de son épouse. Comme il avait un alibi, il fut relâché dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Craignant que José ne s'achète une échappatoire à la justice, les proches de Rosanna portèrent l'affaire dans les médias.
Cependant, l'attention médiatique se retourna peut-être contre eux. José engagea des avocats de premier ordre et donna des interviews, salissant la réputation de Rosanna, de sa famille et de son nom. Il affirma que Rosanna avait été infidèle, suggérant que n'importe lequel de ses prétendus amants aurait pu vouloir sa mort. Il accusa même Monica d'être impliquée dans le meurtre, argumentant qu'elle n'avait pas aidé sa sœur mourante mais avait plutôt appelé leur frère. Monica, cependant, fut minutieusement enquêtée, et aucune trace de résidu de poudre ne fut trouvée sur ses vêtements ou ses mains. Des tests balistiques confirmèrent que les coups avaient été tirés depuis un pistolet de calibre .45, une arme trop difficile à manier pour une femme mince comme Monica. Pendant ce temps, José continua d'alléguer que Rosanna avait eu de nombreux amants, y compris le jardinier et plusieurs autres hommes du personnel de leur maison. L'enquête progressa d'abord lentement, mais grâce aux témoignages, au journal détaillé de Monica et aux photos sur le téléphone d'Oscar, les autorités purent établir que José avait maltraité Rosanna pendant des années et l'avait menacée à plusieurs reprises de violences physiques. Des investigations plus poussées révélèrent de multiples cas où Rosanna avait appelé la police pour signaler des violences conjugales, avec des dossiers médicaux corroborant ces affirmations. Bien que José fût le principal suspect dans la mort de son épouse, les fils du couple restèrent sous sa garde, pris en charge par sa mère Elsa, pendant près de 6 mois. La famille Galliano fut d'abord interdite de voir les garçons. Ce ne fut qu'à l'automne 2008 que Graciela et Monica obtinrent des droits de visite, bien que la garde leur fût refusée. Oscar, qui avait des photos sur son téléphone montrant José pointant une arme sur sa sœur, commença à recevoir des menaces anonymes et fut placé sous un programme de protection des témoins. Les autorités lui attachèrent un dispositif de suivi pour surveiller ses mouvements. Quelques mois plus tard, ce dispositif lui sauva probablement la vie lorsqu'il fut enlevé par 2 agresseurs inconnus, sauvagement battus et laissés pour morts dans une zone isolée en dehors de la ville. Grâce au signal de suivi, Oscar fut retrouvé juste à temps et transporté d'urgence à l'hôpital. José fut arrêté 1 an après la mort de Rosanna et inculpé d'abus, d'agression et d'avoir orchestré un crime prémédité. Malgré une enquête approfondie, l'identité du tueur engagé ne fut jamais déterminée. Les cousins de José, Paulo et Gabriel, furent arrêtés comme complices potentiels. Mais en avril 2009, faute de preuves suffisantes, les charges contre eux furent abandonnées et ils furent libérés. Le procès du principal suspect fit face à des retards répétés, alimentant les soupçons que l'affaire était intentionnellement freinée. Durant cette période, il fut révélé qu'Elsa, la mère de José, avait transféré une somme d'argent importante à son fils peu avant la tragédie. Les fonds étaient soi-disant destinés à l'achat d'une maison pour Rosanna et ses fils. Après le divorce, la propriété ne fut jamais achetée et l'argent disparut du compte quelques semaines avant le crime. Elsa fut également arrêtée comme complice, mais elle et José furent libérés sous caution peu après. Le procès débuta enfin au printemps 2013, plus de 5 ans après la mort de Rosanna, avec José et Elsa comme seuls accusés. Comme l'identité du tueur engagé restait inconnue, à peine une semaine après le début du procès, José eut un accident vasculaire cérébral et fut hospitalisé tandis qu'Elsa était placée en résidence surveillée. Pendant ce temps, Geronimo et Nino continuèrent à vivre avec la famille Galliano. 6 mois plus tard, le procès reprit et malgré les efforts de l'équipe de la défense, José et Elsa furent reconnus coupables. Le motif principal fut identifié comme le refus de José de diviser les biens et la garde de ses fils lors du divorce. Elsa était au moins au courant des plans de son fils et le soutint activement tout au long du procès. Les accusés tentèrent de salir la réputation de Rosanna, l'accusant de multiples liaisons, des affirmations qui s'avérèrent finalement fausses. En novembre 2013, José et Elsa furent reconnus coupables sur tous les chefs d'accusation et condamnés à la réclusion à perpétuité. Cependant, d'ici 2015, leurs peines furent toutes deux réduites à une assignation à domicile. La réduction pour Elsa était due à son âge avancé, et José l'a suivie après un autre accident vasculaire cérébral sévère. Pendant cette période, Geronimo et Nino furent placés sous la garde de la sœur cadette d'Elsa. Ce ne fut qu'au début de 2017 que la famille de Rosanna, les Galliano, obtint des droits de visite légaux avec les garçons. À ce moment-là, cependant, les 2 fils étaient des adolescents qui avaient été éloignés de leurs proches maternels pendant des années. Leurs retrouvailles avec les parents, frères et sœurs et la famille élargie de Rosanna furent froides et distantes, les garçons ne sentant plus de lien avec eux. Le 24 octobre 2018, José décéda après un autre accident vasculaire cérébral, à 1 mois de son 70e anniversaire. L'année suivante, Elsa mourut à l'âge de 91 ans, rouvrant les questions de garde. Geronimo n'étant plus qu'à quelques mois de ses 18 ans,
il choisit de rester avec la sœur d'Elsa pour éviter de changer d'école ou de déménager, mais fut finalement placé sous la garde de sa tante Monica par ordonnance du tribunal. Geronimo et Nino, ayant enduré des années de traumatisme et de perte, luttèrent avec une dépression chronique, de l'anxiété et d'autres problèmes psychologiques. En vieillissant, Geronimo déménagea dans une autre ville, coupant les ponts avec ses proches maternels qu'il considérait comme des étrangers. Nino vécut avec sa tante Monica jusqu'à l'âge adulte, mais leur relation resta formelle et distante. Après avoir terminé le lycée, il emménagea dans un dortoir universitaire et s'éloigna davantage de Monica et des autres proches du côté de sa mère. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque nuit. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.